Gracias, presidente, y a las personalidades que nos acompañan hoy para la inauguración. Voy a introducir a Anne Uthman, pero antes quiero dar dos detalles prácticos, porque la logística es importante en jornadas tan largas como estas. Tenemos previsto una pausa de networking que yo creo que es de las cosas más importantes que se pueden hacer hoy, además de lo que vamos a escuchar. Sobre las 11 menos 10 estaba previsto. Vamos a intentar ajustar los tiempos y a ver si podemos, porque luego tenemos 3 mesas redondas y un almuerzo. Entonces, vamos a ver si podemos conseguir ajustar los tiempos. Y tengo el placer de presentar a Anne Uthman, de la que quiero dar 2 o 3 datos biográficos, porque ha hecho este viaje para este seminario y se lo agradecemos especialmente. Anne Uthman, después de un doctorado en estadísticas por la Universidad de Princeton y tras varios años en puestos académicos y en empresa, se incorpora a la Comisión Europea en 1985. Ahí desarrolla su carrera en varias direcciones generales, como Eurostat, Competencia, Mercado Interior, Transporte y Energía. Es nombrada directora adjunta del gabinete del presidente Romano Prodi y, posteriormente, directora de Energía, antes de ser elegida representante de la Comisión Europea en Francia. Desde su regreso en 2014 a la Dirección General de la Energía, ocupa el cargo de consejera principal. El título de su ponencia es Desafíos y riesgos energéticos de Europa, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Anne. Bonjour à tous et merci d'être ici ce matin. Et puis merci aussi à Dialogo d'avoir invité la Commission. Je suis très contente de pouvoir vous dire quelques mots ici sur cette politique de l'énergie qui a mis longtemps à apparaître. L'énergie est un domaine où les temps sont longs. On a rappelé tout à l'heure qu'en fait, là, dans l'ADN de la construction européenne, on a au fond l'énergie avec le traité CECA et le traité Euratom. Il a fallu attendre le milieu des années 90 pour voir un petit début d'ouverture du marché intérieur avec la première directive marché intérieur et les premiers documents de la Commission sur une politique de l'énergie qui vise une énergie à un prix abordable, qui soit aussi une énergie durable et qui assure notre sécurité, une énergie sûre. Et on est là maintenant 20 ans après, et je pense que l'année 2014 a vraiment été un tournant de la politique européenne de l'énergie qui s'est vraiment hissé au premier rang des priorités de toutes les institutions européennes. Alors d'abord, l'énergie est une priorité de la Commission européenne et cette commission est installée seulement depuis le mois de novembre, donc c'est encore tout récent, mais le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, déjà le jour de son élection au Parlement européen en juillet dernier, avait déclaré que sa priorité serait de lancer une Union européenne de l'énergie forte et dotée d'une politique climatique ambitieuse. L'énergie est aussi une priorité au Parlement européen, où on a la chance d'avoir son ancien président Jerzy Buzek, qui préside la commission ITRE en charge de l'énergie. L'énergie est aussi une priorité des États membres. Si vous avez observé les 4 conseils européens, comme il y en a chaque année 4 l'année dernière, les 4 conseils européens ont abordé la question de l'énergie. D'abord, le Conseil européen du mois de mars, qui est traditionnellement consacré aux questions socio-économiques, s'est penché sur cet angle-là de la politique énergétique, après que la Commission, en janvier, ait présenté des documents sur les prix, une étude sur les prix et les coûts de l'énergie, et aussi un document de politique industrielle. Le Conseil européen du mois de juin s'est déroulé, lui, en pleine crise russo-ukrainienne du gaz et a bien sûr abordé la question de l'énergie, principalement sous son angle de la sécurité d'approvisionnement, un débat qui s'est basé sur une communication que la Commission avait publiée en mai et qui proposait une stratégie européenne pour la sécurité énergétique. Le Conseil européen du mois d'octobre
est celui où a été adopté le cadre européen, donc le deuxième en fait cadre européen énergie-climat, celui-ci à l'horizon 2030, avec les objectifs qui viennent d'être rappelés. C'est peut-être bon que je les redise, de 40% de réduction de nos gaz à effet de serre par rapport à 1990, de 27% de part de renouvelables dans notre consommation et de 27% de réduction de notre consommation énergétique. Et finalement, le dernier Conseil européen de l'année dernière, c'était celui de décembre, qui était consacré essentiellement aux questions de l'investissement en Europe. Et là aussi, l'énergie a été mentionnée comme une des priorités en matière d'investissement européen. Et lors de cette dernière réunion de décembre, les États membres avaient demandé à la Commission de présenter une proposition globale sur l'Union de l'énergie bien avant le Conseil européen du mois de mars, qui se déroulera la semaine prochaine. Donc on va de nouveau parler d'énergie au Conseil européen la semaine prochaine. Et entre-temps, la Commission a fait le 25 février les propositions qui lui étaient demandées, et j'y reviens dans un instant. Alors je crois que jamais depuis la création du traité CECA, la création de la CECA, et je pense même lors de la crise du pétrole dans les années 70, on n'a jamais vu un tel élan politique pour monter à une vitesse supérieure dans le domaine de l'énergie et, de fait, de construire une véritable Union européenne de l'énergie. Alors, pourquoi soudain, après des décennies de développement très lent, pourquoi une telle accélération? Alors, on a déjà mentionné ce matin, les personnes qui m'ont précédé ont mentionné plusieurs des facteurs. Certainement, le premier facteur est que l'Union européenne importe 53% de sa consommation énergétique. C'est une facture de 400 milliards par an, c'est-à-dire plus d'1 milliard par jour. Et les événements géopolitiques récents ont bien montré la vulnérabilité de l'Europe et en particulier de certains États membres qui sont à 100% dépendants d'un seul fournisseur. Ça a bien montré qu'il y a une vulnérabilité au choc au niveau de l'offre et qu'il y a urgence à agir. Un deuxième facteur, je pense, qui a beaucoup joué, c'est la crise qui a rendu les entreprises et les ménages particulièrement sensibles au prix de l'énergie. Et bien sûr, comme on l'a mentionné, le développement des sources non conventionnelles aux États-Unis qui a augmenté cet écart entre l'Europe et ses principaux partenaires. L'étude que la Commission a publiée en janvier dernier, que je viens de mentionner, montre que malgré le fait que dans l'électricité, les prix de gros sont comparables des deux côtés de l'Atlantique, au niveau du prix de détail, on en est à pratiquement le double du prix en Europe. Et pour ce qui est du gaz, on est à 3 à 4 fois les prix aux États-Unis. De plus, la précarité énergétique a beaucoup augmenté en Europe ces derniers temps. Et enfin, l'Europe a perdu le leadership dans certaines technologies de pointe. Troisième type de raison qui conduit à cette accélération, c'est que les études récentes montrent que la situation climatique est devenue vraiment critique. Et comme toutes les économies du monde, l'Europe va devoir réduire plus drastiquement encore ses émissions si on veut maintenir le réchauffement climatique sous le seuil des fameux 2 degrés centigrades. Et donc, avec la décision que le Conseil européen a prise en octobre dernier sur le paquet énergie-climat à 2030, je crois que l'Union européenne montre qu'elle veut envoyer un message ambitieux à la COP21 de Paris en décembre. Il y en a d'ailleurs, on vient d'ailleurs d'envoyer aux Nations Unies notre INDC, c'est-à-dire notre engagement. On est, je pense, le premier continent à l'avoir fait avant l'échéance de la fin du mois de mars. Et je pourrais ajouter à cette liste les dysfonctionnements encore assez importants de notre marché intérieur, qui est très incomplet, nos infrastructures vieillissantes pour une grande partie, notre parc immobilier qui est inefficace, les énormes montants de subventions qui sont octroyés
pas seulement aux énergies fossiles, mais aussi aux renouvelables, et souvent de façon injustifiée ou au moins disproportionnée, une dépendance encore du secteur des transports pour 94% au pétrole. Le pétrole est à 90% importé. Et je ne peux pas m'empêcher de mentionner, puisque hier c'était le 4e anniversaire de cet accident dramatique de Fukushima, qui a eu des répercussions importantes, à la fois sur les choix de mix énergétique de certains États membres, mais aussi sur les coûts du nucléaire. Alors, pourquoi une Union européenne de l'énergie et surtout de quoi s'agit-il ? Je pense que l'Europe et ses États membres font face pour le moment à des défis communs qui sont de plus en plus complexes et ils sont aussi de plus en plus interdépendants et ils le comprennent mieux qu'avant. Et il est donc clair, dans un contexte comme ça, qu'il faut une approche plus européenne si on veut donner des réponses efficaces aux défis auxquels on est confronté et à un coût abordable. L'Union de l'énergie doit nous permettre de mutualiser nos ressources, nos capacités de production, nos efforts de recherche-développement notamment, pour atteindre nos objectifs communs. L'Union de l'énergie, ce n'est pas une révolution, mais c'est certainement un très grand pas en avant vers plus de coopération, plus de coordination des politiques nationales et plus de solidarité. C'est un projet politique qui est basé sur la confiance entre les États membres, entre des États interdépendants, comme je l'ai dit, qui ont intérêt aussi à exploiter leur complémentarité et à parler, on le dit depuis longtemps, à parler d'une seule voix sur la scène internationale. L'Union de l'énergie, ce n'est pas un nouveau traité, et en particulier, la souveraineté des États membres pour décider de leur mix énergétique sera strictement respectée. Mais des bouquets énergétiques différents, ce n'est pas un problème si les États membres, au moment de prendre des décisions importantes, se concertent au minimum avec leurs voisins. Des bouquets énergétiques différents, ça peut même être un avantage si on exploite au maximum les complémentarités que cela permet. Alors, l'Union de l'énergie a 5 dimensions, et qui sont des dimensions, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui sont très étroitement liées entre elles et qui même se renforcent mutuellement. Alors, la première dimension qu'on a choisie pour cette proposition d'Union de l'énergie est celle de la sécurité d'approvisionnement. Une sécurité d'approvisionnement basée sur la solidarité et la confiance entre les États membres. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mentionner que la solidarité est le principe mentionné dans l'article 194 du traité, qui est le nouvel article sur l'énergie qui a été introduit lors du traité de Lisbonne, qui est donc tout récent et qui aussi, là, marquait déjà un pas politique, puisque ça, sur le plan juridique, ça n'a pas changé fondamentalement les fondements sur lesquels se basait notre activité en matière d'énergie, mais certainement c'était un signe politique déjà en 2007, quand ce traité a été signé. Et bien sûr, la solidarité, c'est pour moi le cœur de la construction européenne. Alors, bien sûr, il faut encore diversifier plus encore notre portefeuille de fournisseurs, nos sources et nos itinéraires d'approvisionnement. Les États membres doivent travailler beaucoup plus étroitement ensemble, intensifier la coopération avec nos voisins aussi, les voisins de l'Union européenne, et renforcer notre position sur les marchés mondiaux. Enfin, la Commission estime qu'il faut aussi plus de transparence dans les accords intergouvernementaux de fourniture de gaz en provenance de pays tiers, qui doivent bien sûr au minimum être conformes au droit européen, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, je vais revenir sur cette dimension de la sécurité de l'approvisionnement, qui, je pense, est le sujet principal de ce séminaire, mais les 4 autres dimensions lui sont étroitement liées. La deuxième dimension est la dimension marché intérieur, où on a besoin d'un marché intérieur plus intégré, plus efficace. Alors ça concerne à la fois ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire la modernisation des infrastructures et les interconnexions,
et ça concerne le software, c'est-à-dire la base juridique, le cadre législatif, y compris aussi la nécessité d'appliquer entièrement le cadre législatif existant. Et là aussi, on n'y est pas encore tout à fait. Le Conseil européen a fixé, comme on l'a dit tout à l'heure, un objectif d'interconnexion des réseaux d'électricité de 10% de la capacité installée d'ici 2020. Et c'est un objectif qui avait été fixé déjà, je crois, au Conseil européen de Barcelone et dont l'échéance a été constamment reportée. Il a aussi prévu un objectif de 15% d'ici 2030. La Commission pense aussi qu'il faut renforcer le rôle des organismes qui sont chargés d'assurer la coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport et la coopération entre les autorités de régulation nationales, donc l'agence ACER. Enfin, deux choses vont être clés dans le paquet que nous allons mettre sur la table sur le marché intérieur. Ce sera d'une part les coopérations régionales, donc par exemple celle du Sud-Ouest avec la France, l'Espagne et le Portugal, et je vais y revenir, et deuxièmement le rôle actif des consommateurs. Alors je n'ai pas besoin de vous expliquer quel est le lien entre ce renforcement et cette intégration plus forte du marché intérieur et la sécurité d'approvisionnement. Je crois qu'il est assez évident. La troisième dimension de cette union de l'énergie, c'est la modération de la demande énergétique. Alors, selon les conclusions du Conseil, notre objectif est de 27%, mais les conclusions contiennent aussi une clause de révision qui nous permettent éventuellement d'arriver à 30%, ce qui était la proposition qu'a faite la Commission en juillet dernier. La priorité va être donnée aux bâtiments, avec notamment l'objectif d'avoir des systèmes de chauffage et de refroidissement urbain plus efficaces. Et deuxième priorité, les transports qui doivent être encore moins consommateurs d'énergie et moins polluants. Et bien sûr, consommer moins, c'est évidemment polluer moins, mais c'est aussi importer moins et donc réduire notre dépendance énergétique. Quatrième dimension de cette union de l'énergie, décarboniser le bouquet énergétique avec notamment un meilleur fonctionnement du marché du carbone et une ambition forte sur les renouvelables pour atteindre au moins notre objectif de 27% de l'énergie que nous consommerons d'ici 2030. L'Europe pourrait réduire ses importations de combustibles de 30 milliards d'euros par an si elle utilisait au maximum son potentiel de renouvelables, qui par ailleurs, d'ailleurs, crée des emplois locaux et de l'activité économique en Europe. Cinquième et dernière dimension de cette union de l'énergie, la recherche et l'innovation dans les technologies énergétiques, bien sûr le renouvelable et l'efficacité énergétique, mais aussi les réseaux et les villes intelligentes, le nucléaire, le CCS, donc Carbon Capture and Sequestration, excusez-moi, je n'ai pas le mot en français. Des investissements très importants vont devoir être faits pour continuer à réduire notre demande, à diversifier notre bouquet énergétique et à adapter nos infrastructures en conséquence. On vient de donner les chiffres. Autrement dit, tout ça pour renforcer finalement notre sécurité d'approvisionnement. Alors pour assurer la cohérence de cet ensemble et pour s'assurer que les actions des États membres et de l'Union européenne nous mènent dans la même direction, il va falloir un engagement fort de toutes les parties pour une intégration européenne plus forte et une vision commune de où nous voulons être en 2020, en 2030 et même au-delà. Alors, que va-t-on faire pour construire cette union de l'énergie ? D'abord, on ne part pas de zéro, ni sur le marché intérieur, où on a en place déjà le troisième paquet, ni sur le volet énergie-climat, où on peut tirer pas mal de leçons de la mise en œuvre du paquet 2020 qui est en cours et qui ne s'est pas fait de la façon peut-être la plus efficace en termes de coûts.
ni sur la sécurité énergétique, où ces dernières années, on a fait déjà d'énormes progrès. Alors, nous allons utiliser tous les outils qui sont traditionnellement à notre disposition, c'est-à-dire les outils de gouvernance, et la Commission a l'intention, d'ici la fin de l'année, de mettre des propositions précises sur le type de gouvernance de l'Union de l'énergie. Nous voudrions avoir un processus intégré, c'est-à-dire qui intègre les dimensions climat, efficacité énergétique et renouvelable dans un même processus, et qui permettent de garantir, avec une surveillance, que les actions qui vont être menées au niveau des États membres, aussi au niveau régional et au niveau local, contribuent réellement à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'Union. Pour ça, on va devoir susciter un dialogue avec toutes les parties prenantes et renforcer la coopération, y compris au niveau régional, mais aussi récolter et publier les données pertinentes et les analyses nécessaires et essayer d'obtenir la meilleure accessibilité possible à ces données et à ces analyses. Deuxième type d'instruments, c'est évidemment les instruments financiers, qui sont avant tout des instruments incitatifs. L'énergie, les infrastructures renouvelables et efficacité énergétique sera l'un des principaux bénéficiaires du plan Juncker de 315 milliards d'euros et du Fonds européen pour les investissements stratégiques qui vient d'être approuvé par le Conseil ECOFIN lundi. En plus des fonds qui sont déjà prévus, qui étaient déjà prévus dans le cadre financier dans lequel nous nous trouvons actuellement au niveau européen, donc qui couvre la période 2014 à 2020, c'est-à-dire les mécanismes pour l'interconnexion en Europe, dans lequel il y a 5 milliards 850 millions pour l'énergie, les fonds structurels, où il y a environ 24 milliards pour l'énergie, la recherche, c'est-à-dire le programme Horizon 2020, où on aura à peu près entre 5 et 6 milliards pour l'énergie. Et enfin, c'est bon de rappeler que la Banque européenne d'investissement consacre ces dernières années, chaque année, à peu près 10 milliards à des projets dans le domaine de l'énergie. Alors, un premier appel à proposition de 100 millions vient juste d'être lancé mercredi dernier dans le cadre du mécanisme d'interconnexion européen pour connecter les réseaux européens d'énergie. La date limite de dépôt des candidatures, pour ceux que ça intéresse, c'est le 29 avril. Il y aura un second appel qui va être lancé plus tard cette année, et les projets éligibles sont ceux qui sont sur la liste des 248 projets d'intérêt commun qui ont été adoptés en 2013, une liste qui va être remise à jour tous les 2 ans et donc avant la fin de cette année. Alors, les financements vont aller en priorité à des projets qui visent à mettre fin à l'isolement énergétique de certaines régions d'Europe, comme par exemple la péninsule ibérique, et à éliminer certains goulets d'étranglement en Europe. Troisième type d'instruments, les instruments de politique extérieure, et nous allons, de ce côté-là, revitaliser notre diplomatie énergétique et climatique, et je pense qu'on a notamment un vice-président qui s'est déjà montré très actif sur le sujet, notamment pour trouver des accords entre la Russie et l'Ukraine sur cette fameuse question du gaz. Enfin, les instruments de communication que je dois mentionner pour expliquer, par exemple, et c'est plus important souvent qu'on ne le croit, les bénéfices de l'efficacité énergétique, l'intérêt des compteurs intelligents et le rôle actif que, justement, les consommateurs peuvent jouer dans le système énergétique pour en faire baisser les prix. Et on ne serait pas en Europe si on n'avait pas aussi l'instrument du droit. L'Europe s'est construite sur le droit, et bien sûr qu'on va utiliser des propositions législatives, mais comme vous savez, cette commission s'est fortement engagée à mieux légiférer, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de propositions législatives si ce n'est pas absolument nécessaire pour résoudre un problème qui est clairement de dimension européenne, et cela après avoir largement consulté toutes les parties et réalisé
des analyses d'impact qui permettent de connaître les coûts-bénéfices de chacune des options possibles. Nous avons même un vice-président, M. Timmermans, en charge spécifiquement de cette politique, comme nous avons d'ailleurs, en plus de notre commissaire à l'énergie et au climat, M. Cañete, un vice-président spécifiquement chargé de l'Union de l'énergie, le vice-président Šefčovič. Je pense que cette composition du collège donne un signal clair de ce que cette commission considère comme étant ses priorités. Alors, pour réaliser notre vision de cette union de l'énergie, nous avons mis sur la table une feuille de route à réaliser sous cette commission et avec un calendrier des initiatives que nous envisageons sur chacun des 5 piliers de l'Union que j'ai mentionnés. Alors, on y trouve en particulier un nouveau cadre législatif pour le système d'échange de quotas d'émissions et aussi pour les secteurs qui ne relèvent pas du système d'échange, un nouveau cadre pour les renouvelables, de nouvelles propositions sur l'efficacité énergétique qui nous fassent passer donc du cadre en vigueur actuellement, qui est le cadre 2020, pour passer au cadre 2030. Nous prévoyons aussi une révision du règlement sur la sécurité d'approvisionnement en gaz. Et pour ceux aussi que ça intéresse, la consultation publique est ouverte jusqu'au 8 avril. Nous prévoyons aussi une révision des règles en matière de sécurité d'approvisionnement de l'électricité, mais ceci dans le cadre beaucoup plus large de propositions sur l'organisation du marché de l'électricité pour lui permettre de mieux répondre notamment à une quantité d'inputs d'énergie intermittent et plus décentralisé. On a besoin d'un système plus flexible et qui utilise mieux la gestion de la demande. Alors, la Commission voudrait aussi réviser la décision sur les accords intergouvernementaux entre les États membres et pays tiers pour obtenir une information à un stade plus précoce et justement éviter de découvrir ex post des clauses contractuelles qui sont contraires au droit européen et qui s'avèrent souvent extrêmement difficiles de renégocier quand on a déjà négocié pendant plusieurs années avant la signature du contrat. Alors, en même temps que le cadre pour l'Union de l'énergie, la Commission a aussi publié, et on l'a mentionné, une communication sur l'objectif de 10% d'interconnexion dans le secteur de l'électricité. Ce texte montre qu'il y a encore une douzaine d'États membres qui n'ont pas atteint les 10%, dont l'Espagne, qui pour le moment est à 3%, un pourcentage qui a été doublé avec la dernière inauguration qu'on a mentionnée de la ligne électrique entre Santa Llogaia et Baxa, et qui va donc porter la capacité à 2800 MW, on vient de le mentionner. Enfin, le sommet France-Espagne-Portugal qui s'est tenu le 4 mars, et qui a aussi déjà été mentionné, et qui a été accompagné d'une déclaration de Madrid, montre pour moi clairement une nouvelle volonté politique très forte sur le sujet. On a créé à cette occasion un groupe de haut niveau pour les interconnexions dans le sud-ouest de l'Europe qui devrait assurer que cette volonté politique se traduise vraiment en actions concrètes. Alors, vous trouverez le détail de toutes les propositions dans les 15 domaines d'action dans le texte que nous avons publié le 25 février dernier. Cette feuille de route, pour nous, c'est notre stratégie à moyen terme pour réaliser notre vision à long terme d'une Europe de l'énergie unie dans la diversité, comme doit être d'ailleurs l'Europe. Et je vous remercie de votre attention.